démarrer l'échange, une question devenue un rituel. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire, selon vous, quelle est la place de la création de valeur dans les finalités, au sens kantien peut-être, nous avons un philosophe aujourd'hui, d'une entreprise? Ça se passait à Avignon, donc je déjeune avec ce groupe de chefs d'entreprise. Et le patron qui était à ma gauche, en l'occurrence, me dit, ça fait des années que je m'interroge sur la finalité de l'entreprise. Il me dit, ça y est, j'ai trouvé. Là, mon vieux, vous m'intéressez, je vous écoute. Il me dit, vous allez voir, c'est extrêmement simple. La finalité de l'entreprise, c'est la finalité de l'actionnaire. C'est extrêmement simple, mais je crois que c'est doublement éclairant. D'abord parce que ça rend raison de la diversité des finalités pour des entreprises différentes, ayant donc des actionnaires différents. Pourquoi voudriez-vous que toutes les entreprises aient la même finalité? Et pourquoi même voudriez-vous qu'elles accordent toutes à la création de valeur la même importance dans leur finalité? Si la finalité de l'entreprise, c'est de gagner le plus d'argent possible, le plus vite possible, la finalité de l'entreprise, c'est donc, si c'est la finalité de l'actionnaire, c'est donc aussi la finalité de l'entreprise. Mais si la finalité de l'actionnaire, c'est non pas forcément de gagner le plus d'argent le plus vite possible, mais d'assurer la pérennité de l'entreprise, comme souvent dans le capitalisme familial. Alors la finalité de l'entreprise, c'est moins la rentabilité immédiate que sa propre pérennité. Si, troisième exemple, la finalité de l'actionnaire, c'est par exemple le pouvoir, l'influence, comme dit-on parfois dans tel ou tel groupe de communication. Eh bien, la finalité de l'entreprise, c'est le pouvoir, la communication. Et donc, ce que j'aime bien dans la réponse de ce chef d'entreprise, c'est que ça nous rappelle qu'il n'y a aucune raison que toutes les entreprises aient la même finalité. Et donc, je pense qu'il a raison, que la finalité de l'entreprise, c'est bien la finalité de l'actionnaire, pour une raison assez simple, au fond, c'est que propriété vaut usage. Quelle est la finalité de votre voiture? Est-ce que c'est de vous déplacer de la façon la plus sûre possible, la plus rapide possible? Est-ce que c'est d'épater vos voisins? Est-ce que c'est de séduire les jeunes filles? Mais c'est à vous d'en décider. Pourquoi voulez-vous que toutes les voitures et tous les propriétaires de voitures aient forcément la même finalité? Mais troisièmement, et je m'arrête là, ce qui est intéressant dans cette réponse de chef d'entreprise, c'est que ça permet de prendre un peu de recul et de se demander quelle est la finalité dominante à l'échelle des grands nombres de nos entreprises, par-delà des variations individuelles. Et là, même si toutes les entreprises ne sont pas cotées en bourse, mais la bourse a un panel intéressant, il suffit de s'intéresser d'un peu près à la bourse pour constater qu'à l'échelle des grands nombres, la finalité dominante des entreprises, c'est de créer de la richesse. Là, nous pas peur des grands mots, en économie capitaliste, or c'est la seule qui a fait ses preuves, créer de la richesse s'appelle faire du profit. Et j'ai envie de dire, mais je ne choquerai personne ici, mais quand je dis ça à mes collègues, ça les surprend davantage, c'est bien une entreprise qui fait des profits. Moi, je trouve quand même curieux de vivre dans un pays où quand on apprend qu'une entreprise a fait d'énormes profits, comme dit volontiers la presse, la moitié de nos concitoyens pensant au chef d'entreprise se dit, celui-là, quel salaud. Dans la plupart des pays du monde, quand une entreprise a fait d'énormes profits, la plupart des gens pensant au chef d'entreprise se disent, bah, celui-là, chapeau, il a bien fait son boulot. Donc voilà, pour résumer, la finalité des entreprises n'est pas forcément la même, ça dépend des entreprises parce que ça dépend des actionnaires et c'est légitime, propriété, votre usage, mais à l'échelle des grands nombres, la finalité dominante, c'est la création de richesse. Sauf que, dernier mot, bah, évidemment, on ne peut pas produire de la richesse, si j'ose dire, à n'importe quel prix. Si on prend par exemple la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, il est assez difficile de faire beaucoup de profits si on laisse entendre à ses clients qu'on est en train de saloper la planète. C'est même en vérité une œuvre impossible. Et donc, pour faire du profit, il faut satisfaire le client, mais pour satisfaire le client, on est obligé de tenir compte aussi des desiderata, des exigences du client. Par exemple, en matière de protection de l'environnement. Mais c'est vrai aussi côté des salariés. Parce que celui qui dirige, par exemple, une entreprise de chimie, pour prendre un monde dans lequel j'ai fait quelques conférences, vous savez, le recruteur en chimie qui va embaucher les plus brillants des jeunes chimistes qui sortent des écoles ces temps-ci, il a intérêt à avoir une politique environnementale à peu près inattaquable. Parce que les jeunes salariés aujourd'hui veulent bien gagner leur vie, veulent bien travailler, y compris dans la chimie, mais ne veulent surtout pas saccager l'environnement. Et donc, dire que la finalité dominante des entreprises, le plus souvent à l'échelle des grands nombres, c'est en effet la création de richesses,
Ça ne veut pas dire que le reste, qu'on appelle la RSE pour faire vite, ça n'est pas d'importance. Ça veut dire que la RSE rentre dans un plan global, dans une action générale, dont la finalité principale, le plus souvent, est la création de richesses. Mais ça suppose aussi qu'on respecte l'environnement. Ça suppose aussi, je dirais presque a fortiori, qu'on respecte la loi. Évidemment, je suis d'accord avec ce que vient de dire André Comte-Sponville. Je vais juste apporter un complément, même si peut-être je me réinterroge sur la finalité de l'entreprise telle qu'elle a été modifiée par la loi Pacte de 2019. Je pense qu'on ne peut pas imaginer, conceptualiser l'entreprise indépendamment de son environnement. Quand on écrit l'article 1832, selon lequel la finalité d'une société est de réaliser un bénéfice ou une économie profitant aux associés, lorsqu'on écrit cela au début du 19e, la première révolution industrielle vient seulement de commencer. Elle n'est pas encore perceptible par la population. Il y a eu 3 grandes révolutions industrielles dans les années 1780, 1880, 1980. La première, bon, je ne vais pas faire un cours sur les révolutions industrielles. La première, c'était la vapeur, la deuxième, l'électricité, et la troisième, l'informatique. Grâce aux travaux de l'OCDE au début des années 2000, sous la conduite d'Angus Madison, on observe, d'après ce travail, que le niveau de vie et l'espérance de vie de la population a stagné de l'an 0 à 1800. On peut d'ailleurs faire une extension de ce travail au XIIIe siècle avant notre ère, parce qu'après 5000 ans de tentatives d'invention de l'écriture, c'est au XIIIe siècle qu'on invente l'alphabet. Donc on peut considérer que l'histoire moderne a 33 siècles. Sur ces 33 siècles, le niveau de vie et l'espérance de vie ont stagné pendant 31 siècles. C'est d'ailleurs la raison de cette expression incompréhensible, le retour à la stagnation séculaire. L'idée qui est sous-jacente, c'est que le régime normal de l'humanité, sur 33 siècles, c'est la stagnation pendant 31 siècles. Et donc, les 2 derniers siècles ne sont qu'une échappée par rapport à cette stagnation. J'oserais dire que les plus grandes révolutions intellectuelles, conceptuelles, dans l'histoire humaine ont eu lieu pendant ces 31 siècles de stagnation. Puisqu'aujourd'hui, en management, on se met en avant sur l'idée d'innovation, de rupture. Bon, ben, la plus grande rupture, peut-être, dans l'histoire intellectuelle, c'est celle qui porte le nom de révolution copernicienne. Puis ensuite, on a les Lumières, la nouvelle grande révolution philosophique après les Grecs. C'est quand même incroyable que pendant ces 31 siècles, avec ces révolutions conceptuelles, à côté desquelles, passer d'un microprocesseur qui est sur 10 nanomètres à un microprocesseur sur 2 nanomètres, ce sont des évolutions technologiques, ce ne sont pas des révolutions conceptuelles. Pendant ces 31 siècles, pour l'essentiel, l'espérance de vie reste à 20 ans et le niveau de vie. Alors, il y a des différences entre les riches et les pauvres. 90% de la population est pauvre et sa pauvreté est la même sous Nabucodonosor que sous César, que sous Laurent le Magnifique, que sous Louis XVI. Et donc, on a 2 révolutions industrielles et on a beaucoup essayé de réfléchir sur qu'est-ce qui a provoqué ces révolutions industrielles. On pense aujourd'hui qu'un des éléments majeurs qui ont déclenché la première révolution industrielle, c'est l'invention de l'entreprise, pose la finalité de l'entreprise dans le Code civil et le Code du commerce. Et donc, on écrit que l'objectif, c'est de réaliser un bénéfice ou une économie profitant aux associés. On l'écrit donc dans un monde conceptuel qui est marqué par les 31 siècles de stagnation, puisqu'on n'est pas en mesure d'anticiper la transformation majeure. Alors, la première révolution industrielle démarre dans les années 1780, mais la manifestation de l'évolution réelle du niveau de vie de ces masses, qui a stagné pendant 3000 ans, c'est autour des années 1830-1840. Donc, on ne sait pas encore qu'il va y avoir cette extraordinaire transformation. Je rappelle que d'après les travaux de Madison, le niveau de vie a globalement été multiplié par 20 aujourd'hui par rapport à ce qu'il était pendant ces 31 siècles et l'espérance de vie a triplé.